C'est une question complexe, dit Georges Malbruno. Quelle importance a-t-elle cette question des otages dans la société israélienne? Et est-ce que cette société, sur cette question précise, est unie? Est-ce que tous les Israéliens sont d'accord sur ce qu'il faudrait faire ou pas avec les otages et sur ce que devrait être leur sort? Alors c'est pas l'entièreté de la population israélienne qui va mettre les mêmes priorités. Et surtout, les compromis qu'il faudrait faire pour parvenir à la libération des otages. Quand vous avez le gouvernement de Netanyahou, les deux parties ne tiennent sur rien. Aujourd'hui, le camp palestinien est incarné par cette partie dure qu'est le Hamas. L'autorité palestinienne, on en parle très peu. Mahmoud Abbas réapparaît de sa boîte quand il y a effectivement une reconnaissance de l'État palestinien qui tient sur pas grand-chose aujourd'hui. 90 ans et pratiquement aucune légitimité chez les Palestiniens. Des années sans élections et la crainte que s'il y ait des élections démocratiques demain, ça soit le Hamas qui l'emporte. Et encore, ça reste à voir, mais il n'y a pas une alternative très viable. Les gens ressortent Marwan Barghouti, etc., que ça fait 25 ans ou plus qu'on en reparle. Sur Benjamin Netanyahou, il est coincé de toute façon. Et il est aussi là, quelque part, artificiellement. Il n'a pas d'intérêt à ce que le conflit se finisse. S'il veut sauver sa peau, s'il veut sauver sa place, qui pourrait la prendre à côté? Peut-être Naftali Bennett, qui paraît être plus conciliant avec l'ensemble des parties de la société israélienne. Mais Netanyahou, effectivement, brandit cette carte des otages aujourd'hui, alors qu'il n'en a jamais fait une véritable priorité. Mais il ne peut rien concéder au Hamas s'il veut être sûr d'être encore là dans quelques semaines ou quelques mois. Et il n'a pas d'autre projet que d'être là. C'est bien toute la difficulté aujourd'hui qui se pose. C'est que on est parti après ce traumatisme national et régional qui a été le 7 octobre sur cette prise d'otages de près de 250, je crois, 240 Israéliens à l'époque, en plus des otages qui n'incarnent pas... Le Hamas s'en est pris à des gens qui considéraient que faire une rave party à 2 km de Gaza ou être dans un kibboutz, ce n'était pas les Israéliens de la droite dure, nationaliste et religieuse contre lesquels ils combattent, ceux qui veulent en finir avec la Cisjordanie pour en faire la Judée-Samarie. C'était une partie de gauchistes, une partie de gens qui étaient dans cette logique de la coexistence pacifique, 2 États, ça sera possible et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Donc il y a peut-être aussi quelque part une part d'abandon de cette droite dure israélienne, de ces otages. Et là, on ressort cette carte parce que c'est celle qui va toucher au plus profond de la société israélienne, qui a vécu traumatisme sur traumatisme depuis des mois, comme les Palestiniens ont vécu traumatisme sur traumatisme dans cet engrenage sans issue à l'heure actuelle. C'est un joker politique, un passe-droit finalement, cette question des otages. Aujourd'hui, pour Benjamin Netanyahou, c'est ça qui a changé, c'est qu'il peut espérer, s'il venait à obtenir cette libération, rester au pouvoir, continuer à rester au pouvoir malgré les affaires, malgré la division de son gouvernement, malgré une opinion publique qui ne lui est pas totalement favorable. C'est possible. Enfin, moi, je crois surtout que dans ce contexte-là, personne ne veut la paix dans cette zone, que ce soit les Israéliens ou le Hamas. On est dans une lutte à mort et avec des différents enjeux, notamment la survie physique, mais aussi la survie politique. Voilà où on en est aujourd'hui. Maintenant, reposons-nous la question. Est-ce que le Hamas peut gagner la guerre? Non. Est-il un facteur de nuisance? Oui. Maintenant, comment faire pour en sortir? C'est assez simple. Pour moi, j'essaie de faire un plan de sortie de guerre. On libère les otages, c'est ce qu'on demande tout le monde demande depuis un certain temps, mais en même temps, on assure la survie, je dirais, physique des combattants du Hamas. On leur propose exfiltration. Est-ce que ça a été proposé? Oui. On en a parlé au début, puis c'est tombé. Mais à l'époque, ils étaient plus forts. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde. Peu importe, on leur propose votre survie physique, libération des otages. Déjà, on va régler un problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait venir? Bien sûr, on désarme la zone. Ensuite, on fait venir une force internationale, notamment arabe. Ça a été évoqué. Et finalement, après, on s'engage à la reconstruction de ce pays. C'est comme assez simple ce que je vous dis. C'est tellement simple que finalement, personne ne le veut, quelque chose d'aussi simple. C'est un peu plus complexe que ça, quand même. Après, qu'est-ce qu'on fait des cadres du Hamas? Est-ce qu'on les intègre à la société? Et puis, il y a aussi les libérations de prisonniers palestiniens en échange. Il y a le nombre de camions qui rentrent chaque jour. Il y a de combien de kilomètres l'armée israélienne va se retirer le long du corridor de Philadelphie, le long du corridor... Donc, c'est pour... Non, mais laissez-moi terminer, parce que je veux dire, on est dans l'architecture, on est dans la cuisine
cuisine. Et c'est ça si même ici on n'y arrive pas, ça va être compliqué pour eux. C'est ça qui se négocie depuis le... Parce qu'on dit effectivement libération des otages. J'ai été otage, je suis bien placé pour savoir. C'est un objectif éminemment louable. Mais ça n'est qu'un maillon de la chaîne. Et la chaîne, elle est extrêmement complexe parce qu'il faut le retrait de l'armée israélienne, il faut assurer effectivement la démilitarisation du Hamas, qui remettent leurs armes lourdes. À qui va prendre la place? De combien de kilomètres, encore une fois, l'armée israélienne qui contrôle le corridor de Philadelphie entre Gaza et l'Égypte va se reculer? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Donc on est sur une négociation, pas de paix, parce que c'est un petit peu... c'est pas le mot qui convient, mais on est sur un cessez-le-feu global. Et ça, c'est une négociation extrêmement complexe entre deux partenaires vis-à-vis desquels il n'y a aucune confiance. Et vous partez du point de vue que le Hamas a les moyens d'imposer sa volonté. Non, mais il n'a pas les moyens d'imposer sa volonté. Et donc, ce que vous avez évoqué, qui me sont tout à fait naturels, effectivement, pour l'instant, c'est quand même, il y a un vainqueur qui, pour moi, s'appelle Israël dans ce contexte, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, et que l'autre, il doit accepter qu'il n'a pas gagné, sinon qu'il a été défait. Donc, une fois qu'on en est là, tout ce que vous avez évoqué, que ce soit le retrait de l'armée israélienne, que ce soit cette bande de sécurité qui a été mise en place, et ainsi de suite, ça tombera naturellement, ça viendra naturellement dans le système. Mais aujourd'hui, c'est Israël qui a les clés en main, et d'ailleurs, comme il le montre bien, il n'a pas l'intention du tout, d'ailleurs, de céder face au Hamas et à ceux qui pourraient le soutenir. Ça va continuer. Non, ce que je viens de vous évoquer, simplement déjà, libérons les otages et exfiltrons les combattants du Hamas et les dirigeants autoproclamés du moment, ça ira déjà beaucoup mieux. Quand vous êtes geôlier, encore une fois, excusez-moi, j'ai été otage. Je me suis pas dit un matin on va me libérer parce qu'il fait beau et mes geôliers vont se dire on va libérer les deux otages. Le Hamas aujourd'hui, qui a une longue habitude de détenir des otages, c'est une négociation politique. Les Américains ont négocié politique avec le Hamas. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir tout ça en tête. La question, c'est qu'il n'y a pas d'avenir pour le Hamas. Non, mais terroriste. Où est-ce qu'on les envoie? Non, mais là, ils en font un marqueur politique, Georges Malbruno. On va regarder ce que dit le président israélien Herzog, encore une fois, sur les otages. Pour lui, c'est la clé. C'est la clé. C'est-à-dire que c'est avec ces 49 personnes, enfin 49... Encore une fois, 27 d'entre eux sont décédés, mais c'est avec ces 49 personnes qu'Israël peut-être commencer à envisager une suite qui ne soit pas la destruction totale de ce territoire. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important. Alors, peut-être que c'est un contre-feu qu'ils allument aujourd'hui avec ou avant les déclarations de Benyamin Netanyahou ce soir pour en parler à l'ONU et pour qu'il y ait une sorte de couverture médiatique, qui sont très forts là-dessus, peut-être plus équilibrée, mais c'est aussi ça la question aujourd'hui. Leur sort déterminera la politique d'Israël, probablement dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent vis-à-vis de Gaza. C'est aussi une bataille de la communication. Aujourd'hui, Netanyahou essaye de récupérer ce qu'il peut récupérer pour amadouer et pour essayer de maintenir au mieux l'image de l'État d'Israël qui est globalement à l'international désastreuse. Et dans la balance, justement, avec cette histoire de Conseil de sécurité, cette histoire de Nations Unies, c'est aussi la confrontation entre un choix politique très à la mode de bilatéralisme, de négociation d'homme à homme à la Trump, puisqu'on ne l'a pas encore cité jusque maintenant, et puis probablement un vieux monde qui fonctionne encore selon le multilatéralisme et qui imagine pouvoir résoudre des crises. Mais Antonio Guterres, par exemple, je ne sais même pas de quand date sa dernière déclaration, sûrement d'hier ou d'aujourd'hui, mais c'est dire à quel point on y accorde aujourd'hui très peu d'importance. Et il y a pour moi un choc de ça, entre une sorte de bataille pour décrocher des petits cessez-le-feu, c'est valable sur le conflit russo-ukrainien aussi, et puis une volonté très théorique de la part du monde multilatéral, peut-être un peu passé, en tout cas usé, d'arriver à des grands accords qui n'aboutissent. Et dans les deux cas, rien n'aboutit. Claire Cambier, une question importante, parce qu'on parle des otages, finalement on ne pense pas à leurs proches, à ceux qui vivent cette captivité aussi tous les jours. Vous avez rencontré beaucoup de familles d'otages. Qu'est-ce qu'ils disent, eux, de tout ça, de cette captivité, leur rapport à Benyamin Netanyahou, leur rapport à cette guerre? On était ensemble en Israël pendant la guerre face à l'Iran. 99,9% des Israéliens étaient pour cette guerre. Gaza, c'est différent. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, c'est des personnalités forcément très différentes, mais généralement, la grande majorité, en tout cas des proches d'otages, eux réclament depuis bien longtemps la fin de cette guerre, parce qu'ils estiment que c'est le moyen pour récupérer leurs proches et pour libérer les otages, qu'il faut choisir la voie diplomatique et non la guerre. Et d'ailleurs, pour l'instant, en tout cas, les faits le prouvent. Les opérations de Tsahal n'ont pas permis beaucoup de libération. Alors, il y a quelques otages qui ont été libérés par l'armée, mais ça a été très faible comme résultat.
En tout cas, ces divisions, vous les notez, hein, y compris dans les familles des otages, elles éclatent dans la société israélienne. J'aimerais vous montrer des images d'un député alliance de deux partis de gauche. Il s'appelle Ofer Kassif, vous allez le voir, et il a été expulsé de la tribune de la Knesset. C'était hier soir lors d'une séance plénière, après avoir cité un écrivain israélien, David Grossman, qui a déclaré dans une interview à un quotidien italien qu'un génocide avait lieu à Gaza. Voilà, cet homme, il est expulsé pour le simple fait d'avoir mentionné cet écrivain israélien et ses déclarations dans ce journal. Vous avez évoqué tout à l'heure ces tribunes, plusieurs centaines, 500 je crois, responsables sécuritaires israéliens, des anciens espions, des anciens généraux, des gens qui ont compté dans ce qu'a été Israël ces dernières années, qui demandent à Donald Trump d'intervenir pour influer sur Netanyahou. L'opinion publique israélienne divisée aussi sur cette question. J'aimerais qu'on écoute des réactions d'Israéliens dans la rue à Tel Aviv. En règle générale, je dis toujours que la seule façon d'obtenir un cessez-le-feu et un accord sur les otages, c'est de faire pression sur Netanyahou. Nous sommes ici pour rappeler au public israélien que la sécurité et la paix vont de pair, et que la sécurité ne se fait pas au détriment de celle du peuple palestinien. Et nous sommes ici pour dire non à ce génocide qui est perpétré en notre nom. Voilà, et cette question, évidemment, elle va bien au-delà des frontières d'Israël, bien au-delà du Proche et du Moyen-Orient. Regardez ces manifestations, c'était il y a quelques heures à peine à New York, aux États-Unis, devant la Trump Tower, c'est-à-dire la tour de Donald Trump, l'une des tours de Donald Trump, mais en tout cas la plus emblématique. 900 personnes de confession juive se sont déplacées pour demander elles aussi, au président des États-Unis, de mettre fin aux violences à Gaza. On va en écouter quelques-unes. Les Juifs ne connaîtront jamais la véritable sécurité tant que les Palestiniens resteront en danger. La seule véritable sécurité est la sécurité partagée. La seule liberté durable est la liberté pour tous. Et nous devons avoir le courage, l'intégrité et l'amour nécessaires pour tracer une nouvelle voie pour notre peuple. Les Juifs disent non à la famine de masse. Les Juifs disent non à l'épuration ethnique. Les Juifs ne veulent plus de la destruction de Gaza. Les Juifs disent stop à l'occupation. Bon alors, c'est New York. Pas beaucoup de casquettes MAGA, vous l'avez vu, et pas sûr que ça ait une influence folle sur les décisions que pourrait prendre Donald Trump, mais sachez aussi que quelques personnes ont été arrêtées pendant cette manifestation. Est-ce que le président des États-Unis a évolué sur cette question après justement les images diffusées, images de famine diffusées à Gaza? Pour la première fois, il a prononcé ce mot-là en disant ce n'est pas une fake news, c'est réel, il faut aider ces gens, on a envoyé 60 millions de dollars d'aide, etc., etc. Witkoff, son émissaire, s'est aussi rendu sur place pour assister à une distribution d'aide à Gaza. Alors, on comprend bien qu'il y est allé avec les Israéliens, que tout ça est aussi mis en scène, mais est-ce qu'il a quand même légèrement évolué ? Il a évolué, déjà, vous l'avez dit, sur le fait de constater qu'il y a une famine, quand même, alors que c'était un sujet de controverse, alors qu'aussi, on a appris que le gouvernement américain enquêtait sur le point de savoir s'il y avait eu détournement massif par le Hamas d'aide humanitaire, et que finalement, d'après le New York Times, qui a cité des responsables gouvernementaux américains, il n'y a pas eu, je les cite, de détournement massif, etc. Donc Donald Trump effectivement connaît la situation sur le terrain. Il est lié par son amitié avec Israël, mais il sait aussi, il l'a dit, si on en croit des confidences faites au Financial Times, qu'une partie de sa base, je cite, commence à haïr Israël. Donc voilà, ce conflit qui est prolongé suscite, on l'a vu dans vos images, à travers les réactions de la communauté juive américaine, une prise de conscience que la politique qui est menée par Benjamin Netanyahou, et je reprends les termes des 550 anciens agents du Mossad, etc., qui ont dit Netanyahou nuit à la sécurité et à l'identité d'Israël. Donc il y a une prise de conscience. Donald Trump, lui, est au milieu de ce jeu-là. Pour l'instant, il soutient Netanyahou, il soutient Israël dans sa politique de trouver, il l'a dit, d'autres mesures pour libérer les otages. C'était ses termes. C'est-à-dire, plus les négociations,
peut-être l'occupation. On va voir si, je pense qu'on est encore dans le registre de la pression diplomatique, parce que, comme on l'a expliqué, comme c'est expliqué un peu partout, réoccuper la bande de Gaza, c'est quand même extrêmement compliqué, parce qu'il faut tenir la zone, et puis aussi, un occupant a des devoirs. Ça veut dire, après, il faut installer une administration civile, c'est-à-dire, on revient en 1967, alors que Ariel Sharon a fait sortir l'armée israélienne en 2005. Donc, je pense que Trump est en train de sous-peser un petit peu tout cela. Les négociations sont bloquées entre le Hamas et Israël, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont terminées. Et je rappelle que la raison pour laquelle on parle de tout cela, c'est que Benjamin Netanyahou pourrait annoncer dans les heures qui viennent une annexion totale de la bande de Gaza. Est-ce que Trump la soutiendrait? Sébastien Puyclair. Alors, la question, elle est évidemment complexe. À partir du moment où Donald Trump, depuis le début, depuis son retour à la Maison-Blanche, a dit clairement qu'il ne voulait pas, au départ, réintervenir dans ces conflits. Et quelque part, il a été pris dans l'engrenage avec le conflit russo-ukrainien et le conflit entre Israël et Gaza. Et aujourd'hui, il pensait pouvoir, évidemment, pensant que les choses étaient plus simples que ce qu'il imaginait, arriver à résoudre ces conflits de manière très rapide. Et aujourd'hui, il n'y parvient évidemment pas. Je rappelle quand même qu'au mois de janvier, le 20 janvier, une journée ou 2 jours avant la fameuse inauguration de Donald Trump, son investiture, il était en train d'insulter autour de son staff personnel Netanyahou en disant qu'il était hors de question, par la raideur et le refus du compromis de Netanyahou, il était hors de question que Netanyahou lui saccage son investiture. Il y avait eu la libération de 2 ou 3 otages 2 jours avant. Les relations entre Netanyahou et Trump n'ont pas été extrêmement tendres tout le temps, même si les États-Unis soutiennent Israël, ça c'est le postulat de départ. Trump a quand même invité Netanyahou à la Maison-Blanche au mois d'avril et lui a annoncé, en lui faisant un enfant dans le dos, en disant qu'il discutait avec l'Iran. Netanyahou, évidemment, était quelque peu gêné aux entournures. Tout ça est revenu dans l'ordre naturel des choses, puisqu'ensuite Trump a soutenu Israël sur l'attaque contre l'Iran. Mais je crois que plus Trump va approcher des élections de mi-mandat en 2026, plus ça va être très compliqué pour lui, par rapport à sa base MAGA, d'expliquer qu'il doit continuer à chipoter sur l'Ukraine et la Russie, et sur Gaza et sur Israël, puisque tous ces gens de sa base veulent que Trump se concentre sur les États-Unis, pour les États-Unis, et donc la question d'un soutien ou quoi au caisse, et même militaire, à Israël supplémentaire, risquerait quand même de poser problème, même si c'est Israël, même s'il a les chrétiens évangéliques largement derrière lui et qu'ils soutiennent toujours Donald Trump. Oui, un retour de l'inflation aux États-Unis pourrait être un énorme danger pour les Palestiniens. Claire. Je voulais juste souligner, on parlait de complexité, on s'attend peut-être à avoir une annonce de Netanyahou dans les heures qui viennent. Il y a quelques médias, dont Haaretz, qui indiquaient que ce ne serait pas ce soir finalement un véritable cabinet de sécurité. C'est peut-être des signes aussi qu'il y a encore des choses à négocier et qu'il n'y aurait qu'une réunion entre le Premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Affaires stratégiques et le chef d'état-major, et Georges Mabruno le soulignait tout à l'heure, chef d'état-major qui apparemment, lui, est clairement opposé à cette idée d'occuper Gaza. Donc voilà, c'est peut-être un signe aussi que le Premier ministre doit encore convaincre au sein de son gouvernement et de l'état-major. Georges Malbruno, pardonnez-moi, je crois que c'était il y a pratiquement 21 ans, jour pour jour, que vous avez été enlevé. Oui. C'était le 20 août, on est le 5. Et je voulais vous poser cette question-là. Vous êtes resté 124 jours en captivité, 4 mois, c'est très long. C'était en Irak, c'est ça? Je me suis posé la question tout à l'heure quand j'ai vu que vous étiez invité sur cette émission. Ce que vous pensez, vous, quand vous voyez les images, l'une des images qu'on a diffusées hier, qu'on diffuse vraiment avec parcimonie de l'un des otages israéliens, quand vous voyez cette image-là, vous, 21 ans après, vous qui avez connu cela, d'une manière différente évidemment, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez? Je pense que c'est évidemment une instrumentalisation macabre. Mais je vais pas faire parler mon cœur, je vais plutôt faire parler mon cerveau. Les histoires d'otages, c'est machiavélique. Donc là, on est dans le machiavélisme pur, mais derrière la diffusion de ces vidéos, il y a un message. C'est-à-dire effectivement qui est macabre, hein, mais je pense que derrière cette diffusion, il y a aussi le fait de dire
on veut négocier. Lorsque vous voulez exécuter des otages, Daesh en Irak et ailleurs ne montrait jamais d'otages puisqu'il n'y avait pas de négociation. Donc là, voilà, il faut s'accrocher à cet espoir de négociation. C'est pour ça, je reviens à ce que je disais, des otages sont libérés, alors par la force parfois, mais vous l'avez dit justement, à Gaza, la totalité pratiquement était libérée par la négociation. Donc il faut revenir à cela. Voilà. Donc ce sont des images pour les familles qui sont évidemment extrêmement éprouvantes parce que la personne qu'on voit là est dans un état de dénuement et de malnutrition. Donc, mais il faut s'accrocher et je pense que ça veut dire aussi on veut continuer de négocier. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, les familles en Israël le savent. Voilà, on est dans le machiavélisme vraiment pur et dur. Donc ce sont des images qui sont difficiles à supporter, surtout pour les familles. Ça fait 21 mois quand même, dans des tunnels, à manger très mal. On le voit, le pauvre type, il est à l'article de l'Allemand, pour dire les choses très simplement. Oui, il est décharmé, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est aussi... Je me souviens, moi, lorsqu'il y avait une crise à 1 mois et demi de notre libération, on a eu très peur et il y a eu des diffusions de vidéos où on était un seul, l'autre était on ne sait pas où. Donc ça veut dire c'est fait pour dire à Netanyahou, il faut passer, et aux Israéliens, il faut passer en force, il faut obtenir ces libérations, sinon, effectivement, compte tenu de l'état de santé de l'otage, le temps est compté.